Donc du coup sur cette dernière table ronde, encore une fois, on a dit depuis tout à l'heure que évidemment que tout était lié, les sujets qu'on aborde sont transversaux évidemment. Mais sur cette table ronde, on va essayer de se focaliser un peu plus peut-être sur les figures inspirantes, tout ce qui est tutorat, monitorat, etc. De ce qu'on peut faire chacun de notre côté et comment est-ce qu'on peut évidemment mutualiser tout ça ou en tout cas arriver à booster. Donc du coup, ce que je propose, c'est qu'on fasse, comme tout à l'heure, un rapide table ronde, un rapide tour de table, pardon, pour se présenter rapidement, et puis après, on va commencer les questions. Alors bonjour, Monique Pérez, je suis en charge de l'orientation pour la DEC, lycée et post-bac. Bonjour, Teva Metoa, je suis ancien étudiant du coup de l'université. J'étais en langue anglais-espagnol en commerce international, pardon. Et aujourd'hui, je travaille du coup à l'université dans le service communication et en même temps à la maison de l'étudiant en tant qu'animateur des étudiants du pays. Bonjour, alors je vais être un tout petit peu plus longue dans la présentation, juste parce que je me dis que parfois, on ne sait pas trop ce que c'est les animateurs formateurs de la DEC et qu'est-ce qu'ils font. Donc voilà, moi je suis en charge de l'éducation au choix et l'orientation, mais pour le collège, donc je complète ma collègue. Et on fait partie du département de l'éducation et de la formation. Et en fait, dans les établissements de la DEC, il n'y a pas de CPE, il n'y a pas de psy-EN. Donc nous, notre travail, en fait, c'est de former les enseignants à l'éducation au choix et d'éviter, par exemple, que des enseignants disent « je te verrai bien dans », etc. Donc, leur donner justement des techniques. Alors, ça va être aussi bien dans l'accompagnement de projets. On va travailler auprès du directeur d'établissement pour qu'il mette un axe orientation dans son projet d'établissement. Ça peut être aussi la construction d'outils. On a créé un jeu métier en jeu qui est utilisé à partir du cycle 2, puisqu'on a aussi réécrit pour la DEC, réécrit le parcours orientation en l'adaptant au premier degré, donc complètement collé à la délibération 127. Voilà, ça peut être tout ça, en fait, notre travail. C'est vraiment un travail sur le terrain avec les enseignants qui, finalement, vont devoir accompagner les élèves dans leur choix d'orientation. Donc, sur quoi je m'appuie ? Je m'appuie sur le document du SAIO sur comment dire, excusez-moi, je suis toute tout à l'heure ça allait, puis là d'un seul coup. Donc voilà, donc c'est le document parcours orientation qui a été contextualisé par le SAIO, parcours avenir en France. Et je m'appuie aussi sur quelque chose d'intéressant au niveau des enseignants, parce qu'il y a des enseignants qui me disent non mais moi je suis pas en charge de l'orientation, donc je leur rappelle que le référentiel de compétences des enseignants, enfin du métier de professeur, la compétence 5, c'est bien accompagner l'élève dans son parcours de formation. Et quand ils sont évalués par l'inspecteur, le niveau, lors d'un PPCR par exemple, le niveau très satisfaisant, c'est vraiment participer à toutes les étapes de l'orientation. Donc en fait, je m'appuie vraiment sur les textes. Un des grands principes, c'est de dire que on apprend à se connaître toute sa vie et donc l'élève, c'est pas tant faire un choix, mais c'est bien apprendre finalement comment est-ce qu'on fait ses choix. Donc c'est bien le cheminement. Et puis il y avait une phrase que j'aime bien, que j'utilise souvent. Alors c'est pour savoir comment on va tracer son chemin, pour savoir où on va, il faut déjà savoir où est-ce qu'on est. Donc bien se connaître. Voilà. Donc, juste pour me présenter, donc moi je suis Christelle Berger, je suis chargée de mission donc, à la province Sud et plus particulièrement en charge du mentorat. Donc il y a un dispositif innovant qui a été lancé en 2023 à la province Sud, dont je vous parlerai très rapidement dans quelques minutes. Merci. Justement, je propose qu'on commence par ça. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer du coup le projet en question et je ne sais pas si vous voulez qu'on passe la vidéo avant Juste ou après. après. Juste après, ok. Juste après. Et on vous déroule. Voilà. Merci. Donc, le mentorat, c'est un dispositif qui conjugue l'égalité des chances et l'excellence. Donc, la province Sud a fait le choix de conventionner avec une association en métropole qui s'appelle l'association Télémac
et qui donc fait du mentorat depuis 20 ans. Donc c'est un modèle éprouvé et grâce à ce partenariat, donc on a pu, l'association nous a partagé donc sa méthodologie et ses outils. Donc j'ai eu la chance de pouvoir me former à cette méthode. Et donc le mentorat, ça consiste donc dans ce projet à mettre en lien donc des jeunes collégiens qui sont boursiers, talentueux, curieux, avec de bons résultats scolaires et du potentiel, avec des mentors du monde professionnel, du monde de l'entreprise. Et les mentors sont tous des bénévoles. Donc, on a initié ce projet en 2023. On est en partenariat avec 2 collèges, donc le collège des Portes de Fer et le collège de Cati-Ramona. Donc, on est en lien étroit, bien sûr, avec le vice-rectorat qui nous avait orientés vers ces 2 collèges. On travaille en étroite, alors c'est un modèle école-entreprise, donc on travaille en étroite collaboration à la fois avec les équipes des collèges. Donc dans chacun des collèges, il y a un coordonnateur de mentorat. Donc c'est un professeur volontaire ou alors un professeur volontaire à Porte de Fer et le CPE au collège de Cati-Ramona qui est aussi volontaire. Et c'est en fait ces personnes-là sont mes interlocuteurs. Et ce sont les équipes des collèges qui sélectionnent les dossiers des élèves. Donc, on leur demande de nous sélectionner les meilleurs dossiers d'élèves boursiers. Et les dossiers sont sélectionnés en fin de 6e. Et le programme commence en 5e. Et en fait, les jeunes, ce qu'on leur offre à travers le mentorat, c'est un suivi de la 5e jusqu'à la terminale. Et donc, alors ce ne sera pas forcément le même mentor parce que les mentors, on leur demande de s'engager pour une année minimum, mais ça peut effectivement, plus le mentor va être présent dans le temps et puis plus la relation de confiance va s'installer et plus on aura de bons résultats. Et alors on a parlé, j'ai entendu confiance en soi, j'ai entendu ouvrir le champ des possibles. Donc le mentorat, c'est tout ça. Alors en fait, tout ce qui a été dit sur le projet CROSS, pour moi, ça résonne beaucoup parce que le mentorat s'articule vraiment autour de toutes ces valeurs. Donc c'est vraiment un levier de réussite pour les jeunes. Et en fait, il s'appuie donc sur 4 piliers. Donc l'ouverture socioculturelle, puisqu'on est sur des jeunes qui sont dans des milieux où ils ne peuvent pas forcément explorer tout leur potentiel. Et donc le deuxième pilier, ça va être la confiance en soi, la connaissance du milieu professionnel, et puis bien sûr on encourage la performance et la réussite scolaire, puisqu'on est sur des jeunes qui travaillent bien. Donc alors qu'est-ce qu'on demande au mentor? En fait, l'engagement du mentor, c'est de faire une rencontre par mois, une sortie par mois avec le jeune. Et bien sûr, on n'empiète absolument pas sur le temps scolaire. Donc les rencontres, les sorties, elles se font plutôt le week-end, parfois le mercredi après-midi. Et donc, ça va être des découvertes. Ils vont aller voir une exposition, un film, une sortie nature, une sortie dans la nature, etc. Et en parallèle, moi, avec ce groupe de jeunes, je fais une sortie par période pour leur faire découvrir un lieu et des métiers. Donc, on a découvert, par exemple, récemment la communauté du Pacifique. On est allé voir les coulisses de l'aéroport de Tontouta. On a visité une station d'épuration, etc., etc. On a également des partenariats avec les entreprises qui, à la fois, font la promotion du mentorat auprès de leurs salariés et nous ouvrent leurs portes, à la fois pour ces visites, mais aussi pour accueillir des jeunes en stage. À chaque fois, au cours de ces visites, en fait, les professionnels vont expliquer leur métier, leur parcours. Et l'objectif, c'est qu'au cours de ces 6 années de mentorat, les jeunes puissent avoir un éventail le plus large possible de ce qu'ils pourraient faire, de ce qu'ils pourraient avoir envie de faire. Donc c'est vraiment ouvrir l'horizon et puis casser les plafonds de verre
et puis qui puissent se projeter sur finalement des parcours, des études à hauteur de leur potentiel. Donc c'est une promotion de 8 à 10 jeunes chaque année, donc c'est à toute petite échelle, mais bon voilà, ce sont des petites graines qu'on sème, et c'est aussi un projet qui est vraiment basé sur les relations interpersonnelles, parce que moi j'échange beaucoup avec les jeunes, avec les familles. Et donc, l'objectif, c'est de créer une communauté, une grande communauté de réussite entre les élèves, leurs parents, les mentors et puis les équipes des collèges. Voilà, donc j'ai essayé de faire court. Et pour illustrer mon propos, donc, on va vous projeter. Alors, c'est une petite vidéo, ça dure 3 minutes. En fait, c'est une vidéo de l'association Télémac qui va vous montrer, donc vous expliquer le parcours d'un jeune. Donc juste une petite précision sur le modèle. Nous, on est sur un modèle, une franchise sociale qui est un modèle un petit peu simplifié, avec un seul mentor qui est le mentor du monde professionnel. Et dans le modèle qui est en métropole, le modèle d'origine, il y a un mentor professionnel et il y a un mentor pédagogique qui est un mentor dans l'établissement scolaire. Donc nous, ici, c'est différent. Il n'y a pas de mentor dans l'établissement, on a juste un coordonnateur de mentorat. C'est parce que vous verrez s'exprimer à tour de rôle le mentor professionnel, qui est une femme de chez EDF, et puis un mentor pédagogique dans l'établissement scolaire. Donc voilà, le modèle est un tout petit peu différent, mais vous verrez, la vidéo est très parlante et assez inspirante. Merci. Je suis arrivé à l'âge de 11 ans en France. On a fui avec notre famille l'Irak. Je venais d'arriver dans un pays dont je ne parlais pas la langue, dont je ne connaissais pas les codes. Moi, j'étais pas là pour le juger, j'étais pas là pour le noter, j'étais juste là pour l'encourager. J'étais juste là pour lui donner la possibilité d'aller là où il rêvait d'aller. Regarde ses pieds. Attends, mais je vois pas. On voulait que quelqu'un s'occupe de notre fils. Et toi, tu es arrivé à ce moment-là comme un ange. Je considère Bénédicte comme un membre de ma famille. Vraiment, c'est une personne qui m'a marqué ma vie, qui a marqué la vie de mes parents. T'as dit une fois quelque chose que je trouve assez juste, c'est qu'en fait, ça t'a permis d'éclore. Le bourgeon, il est là, il demande juste à éclore. Tu retiens les noms, tu retiens les histoires. Aujourd'hui, quand on va dans un musée, c'est toi qui m'expliques. Au début, la première fois, c'était elle qui m'a emmené au musée, etc. À la bibliothèque. Maintenant, je suis lecteur compulsif. De temps en temps, on va pour faire des activités collectives avec Télémac. On rencontre d'autres jeunes et d'autres tuteurs et des référents scolaires. On se sent comme un membre de cette grande famille. Entre ma référente et moi, il y a vraiment des relations cordiales. On s'entretient sur mon avenir, sur mes futurs projets, sur nos sorties. Là, on a prévu, par exemple, d'aller à l'opéra. C'est moi qui me suis portée volontaire tout de suite. Oui, ça m'apporte un regard aussi sur mon métier. Je pense à des choses que je peux faire pour les élèves que je ne faisais pas auparavant, par exemple. Et puis l'expérience, elle se poursuit parce qu'on a d'autres élèves qui arrivent. Le professeur Gérard Frucht a pu partager tout ce savoir. On a des valeurs, on a des croyances, l'égalité des chances, l'ascenseur social, c'est bien, mais on a envie aussi de leur donner vie. Parce que juste quand on a un papa qui est grutier, on peut difficilement se projeter Premier ministre, et finalement pourquoi pas. Tous les gens qui peuvent engager en Télémac, qui aident les gens comme nous, les enfants qui ont des talents mais ils n'ont pas de moyens, c'est bien pour eux aussi, ils les aident. On aimerait bien que ça.
Merci. On va se repositionner. Bon, si vous avez des questions, on pourra les poser après. Je propose de continuer avec notre étudiant pour nous expliquer aussi, un peu témoigner sur ce qui... oui, notre ancien étudiant, pardon. Du coup, pareil un peu dans la même logique des choses qui sont faites avec les étudiants, et les interventions, etc. Et comment est-ce que, enfin, de prime abord, comme ça, c'est vrai qu'on se dit que les pairs en PAIR, du coup, ont peut-être plus facilement de la capacité à discuter, encourager, etc. les jeunes. Donc, je pose la question si tu pouvais témoigner un peu de comment ça se passe de ton côté. Alors de mon côté, c'est de mon souvenir déjà, on va dire que côté orientation, c'était pas ça du tout. Faut savoir que je suis arrivé à l'université. Moi, je parle pour moi déjà, mon expérience personnelle, pardon. Je suis arrivé ici par hasard. Je suis arrivé. Non, vraiment, je suis vraiment arrivé là. Je suis arrivé ici et j'ai demandé un dossier pour aller dans une licence d'anglais. Je suis arrivé, je connaissais pas le nom de ma classe. Parce que j'ai pas eu de quelqu'un qui est venu m'orienter quand j'étais au lycée ou qui est venu expliquer qu'il y avait différentes formations disponibles au pays, au nord et au sud. Je ne savais rien du tout. Et gros hasard de comment ça se fait, j'ai eu un logement ici au campus et du coup je me suis dit, bon, j'ai eu le logement, on va suivre ici avec une formation. C'est une formation qui m'a plu parce que j'avais déjà une petite idée que moi j'aimais bien faire des langues quand même. Du coup, j'ai découvert vraiment de la base de la licence le jour de la rentrée, la suite de la rentrée, parce que je n'avais pas non plus les autres de la classe. On va dire le deuxième, troisième jour où je suis arrivé en cours en retard. Et après, au final, j'ai quand même eu ma licence après tout ça. Et aujourd'hui, du coup, pendant mon parcours ici à l'université, j'ai fait partie des ambassadeurs. Je suis devenu leur coprésident, on était 2. Et c'est nous qui avons essayé quand même d'offrir aux étudiants une facilité d'accès comment on va dire, de voir ce qu'il y a à leur disponibilité, à leur disposition, pardon, des choses qui sont déjà mises en place, mais qui ne sont pas forcément au courant, même pas du tout. Certains, ils avaient une vague idée, se disaient oui, peut-être que, mais ils avaient vraiment, de notre côté, à nous étudiants, on n'avait vraiment aucun point d'accès, aucun point d'information non plus. Après, le jour où, du coup, moi, je me suis mis à faire partie à peu près de l'organisation administrative et enseignante avec eux, j'ai vu qu'il y avait des choses qu'ils faisaient, eux, de leur côté, pour essayer quand même d'atteindre les étudiants, mais ça ne fonctionnait pas forcément, parce qu'on n'a pas les mêmes moyens de communication. Tout à l'heure, vous parliez de réseaux sociaux, d'influence, le grand débat, pardon. Mais c'est vrai que c'est bizarre de dire ça, mais pour atteindre les étudiants, il faut leur montrer quelque chose qui n'est pas correct. En fait, il faut leur montrer quelque chose qu'ils aiment pour leur faire voir quelque chose d'utile. On leur montre un film institutionnel, ils ne vont pas regarder ça parce que ils vont voir institutionnel. C'est bon, c'est lent, ça ne nous intéresse pas. Même moi, je travaille là quand même, mais je ne regarderai pas non plus, c'est pas bien. Mais non, moi, j'ai pas vraiment. Je vais pas vous faire des longs discours pleins d'artifices et tout. Je vais vous dire juste la vérité, quoi. En gros, par exemple, je suis animateur aussi à la maison de l'étudiant. J'ai des événements qui sont à but vraiment de divertir les étudiants et d'autres qui sont là aussi pour les informer sur personnellement. La dernière, c'était sur les IST, affections sexuelles. Mais c'est un sujet assez tabou ici et ils n'ont pas forcément envie de venir là, d'en parler et tout. Mais moi, je ne leur ai pas dit ça comme ça. Je leur ai dit, si vous venez, je vous fais gagner quelque chose avec. Si vous venez, vous allez rigoler avec nous. Si vous venez, il y aura une bonne ambiance. C'est pas si vous venez, on va parler de ça, on va parler de ce qui est pas bien, je vais vous dire, faire des longs cours sur ça. Je leur ai juste montré le côté fun de venir ici, pourquoi ce serait bien pour eux de venir. Et une fois là, après, là, on profite ensemble en même temps de l'amusement et pour amener petit à petit à faire des choses qui leur servent dans la vie. Et du coup, après, c'est ça qui va faire qu'ils vont se dire le prochain, si ça se passe comme c'était la dernière fois, ils vont dire ouais, pourquoi pas. La dernière fois, on s'est bien amusé, on va revenir. Ça nous sert en plus parce qu'on ne dirait pas, on en a besoin. Parce qu'il y en a, ils ne savent pas forcément qu'ils en ont besoin aussi. C'est
c'est un petit peu de l'influence quand même ce que je fais parce que je leur donne ce qu'ils veulent entendre. Mais je le dis, moi je manipule les étudiants, c'est pas bien, mais je le fais. Oui, voilà, c'est pas bien, mais c'est pour eux. Après, eux, ils font ce qu'ils veulent, s'ils veulent venir ou pas, machin, mais à peu près. En tout cas, ben, oui. Mais en gros, c'est ça, en fait, il faut... Personnellement, moi, je dirais que pour les étudiants, le moyen de les orienter, c'est de leur donner ce qu'ils veulent entendre pour leur donner ce que vous voulez leur faire entendre. C'est bizarre un peu comme façon de tourner les choses, mais à force de le faire et d'être avec eux, vous allez comprendre ils n'ont pas du tout la même façon de penser. Nous, voilà, je suis le plus petit. Oui, je sais. Après, je suis le plus petit ici, je parle devant vous, pardon, mais quand même... c'est vrai qu'ils n'ont pas du tout la même façon de penser que moi et ma sœur, par exemple, on n'a pas la même façon de penser que nos parents sur un même thème. Genre, c'est juste, ouais, voilà. Oui. Merci. Merci pour ce témoignage. Du coup, ça remet aussi en perspective tout ce qu'on se disait un peu tout à l'heure, et puis sur comment on communique, etc., les réseaux sociaux ou pas, et évidemment vers ce à quoi on veut arriver, à toucher plus de public, ce qu'on se dit dans le projet. Alors, ce que je propose pour la suite, c'est que de vous partager le temps sur ce que vous faites également de votre côté. Alors, évidemment, le thème étant les figures inspirantes, le mentorat, etc., mais vous pouvez aussi élargir sur vos actions à toutes les deux. Alors, je vous laisse choisir qui d'entre vous intervient en premier. Alors moi, je n'ai pas trop parlé là-dessus, mais je vais juste rebondir sur ce qu'il vient de dire. C'est un levier qui est important, c'est la notion de plaisir. Amener par le jeu, par le plaisir, peu importe quel support, mais amener là où on veut les amener, sans les influencer, mais en utilisant ce plaisir. Apprendre à se connaître, ou peu importe, tous ces outils-là doivent être un plaisir. Pas, comme tu as dit, passer par des grandes théories, alors voilà, les émotions, gna gna, apprendre, alors tu dois te connaître, nanana. Non, ça marchera jamais. Voilà, moi, la méthode que j'utilise, c'est surtout beaucoup de jeux, et c'est que le jeu. Ils s'amusent, ça rigole, voilà. Et après, on les met en réflexion. Qu'est-ce que ça t'a, en fait, qu'est-ce que tu as ressenti en faisant ce jeu-là? Quelle émotion est venue te chercher? Et qu'est-ce que tu viens d'apprendre que tu ne connaissais ou que tu ne connaissais pas sur toi? Et petit à petit, comme ça, par une espèce de progression, on arrive par le jeu, j'insiste beaucoup, à les amener à la connaissance et à une estime de soi. Parce qu'on parle beaucoup de connaissance de soi, mais attention, ne mélangez pas aussi, ce n'est pas la même chose qu'avec ce qui est le but visé, l'estime de soi. Voilà. Donc, c'est vrai, ce levier-là, il ne faudra peut-être pas l'oublier, cette notion plaisir. Merci. Merci. Moi, j'ai retenu aussi de ce discours l'authenticité. Et ça, ils aiment bien aussi. Voilà. Et la question, c'était par rapport au... Voilà, ce que vous mettez en place, mentorat, etc. Mentorat, aux figures inspirantes. Voilà. Alors... en tout cas, dans le travail que je fais, c'est surtout de faire travailler en partenariat les enseignants avec les éducateurs, parce que les éducateurs, surtout d'internat, ont des moments, on va dire, qui sont des moments informels avec les enfants, avec les jeunes. Et donc, souvent, ils sont complémentaires. C'est-à-dire que le soir, on avait fait un projet comme ça, j'avais accompagné des éducateurs sur un projet pour faire venir des différents professionnels régulièrement le soir. Et ils avaient une toute autre approche en fait des professionnels parce que c'était le soir, parce que c'était un internat un petit peu comme à la maison. Et ils étaient beaucoup plus, on va dire, décontractés, ouverts. Et ensuite, ils pouvaient en référer aux enseignants qui continuaient le travail d'exploitation finalement de l'entretien qui avait pu se faire à l'internat. Donc, ce n'est pas seulement une histoire d'action, c'est aussi choisir le bon moment parfois de ces actions.
Parce qu'on voit bien un jeune ne va pas avoir le même échange quand on est en train d'attendre le bus pour une sortie scolaire avec lui. Là, on discute où il va livrer des choses. Et puis, en classe où il va faire un travail. Voilà. Donc, je trouvais ça intéressant, là, le fait que le mentor puisse sortir à l'extérieur avec le jeune, parce que ça crée vraiment un autre contexte. Et autrement, vous avez des interventions dans vos établissements de personnes qui ont fait des parcours, etc. Oui, c'est ça. Et après, c'est toujours dans le questionnement de comment on prépare ça, parce que il est arrivé que certaines personnes viennent et en fait le discours tenu pouvait être pas entendu de la bonne façon par les enfants. Voilà. Et après, le fait que la personne puisse, comme il le disait, ils ne communiquent pas les jeunes de la même façon que leurs parents, donc il faut quand même des personnes qui soient un petit peu de leur génération. Et puis aussi, ne pas hésiter à mettre en face d'eux des personnes qui ont d'abord fait certains choix qu'ils ont pu assimiler à des échecs et sur lesquels ils ont pu rebondir. Parce qu'un parcours, ce n'est pas toujours linéaire. Merci. Oui. Je peux juste réagir là-dessus parce que je pense que c'est hyper important. Et c'est vrai que nous, dans le choix des mentors, alors tout le monde peut être mentor en fait. Il faut juste avoir envie de donner et de s'intéresser à l'autre. Et dans les parcours des mentors, donc là, moi j'ai une vingtaine de mentors de 25 ans à 60 ans. Il y en a qui sont nés en Calédonie, il y en a qui sont arrivés il y a 5 ans, 10 ans, 3 ans, etc. Enfin, vraiment des hommes, des femmes. Il y en a qui ont des enfants, d'autres qui n'ont pas d'enfants, etc., etc. Et c'est vrai que ce qui est intéressant, en fait, les mentors, ceux qui ont envie de devenir mentors, ils ont envie de partager un parcours de vie. Et Dieu sait si les parcours de vie sont parfois pas simples, quels que soient les milieux. Et là aussi, les mentors viennent de tous les milieux. Et justement, dans le programme, on les encourage à partager leur expérience. Et souvent, des mentors me disent moi, j'en suis arrivée là aujourd'hui avec des parcours assez extraordinaires et parfois des très bonnes places. Mais justement, ce qu'ils vont pouvoir témoigner, c'est de dire en fait, voilà, pour en arriver là, finalement, c'était pas facile. Alors, certains viennent d'un bon milieu, d'autres pas. Et de dire, en fait, la vie, c'est aussi apprendre à se battre, etc. Et en vouloir et aller jusqu'au bout et ne rien s'interdire. Ne rien s'interdire. Et c'est en ça que le mentorat, c'est quelque chose d'intéressant. Et justement, les parcours inspirants, je pense que ça, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment intéressant pour les jeunes. Merci. Rajouter le micro, pardon. Moi, je garde le micro pour dire qu'on a... Pour dire que c'est fini. Voilà. Moi, je voudrais juste dire aussi que l'importance de la formation des personnes, que ce soit des ambassadeurs, des mentors ou des professeurs. Demander à un élève d'apprendre à se connaître, d'apprendre à avoir une gestion de ses émotions, de ne plus avoir à se mettre de frein, d'accepter ou de communiquer avec l'autre facilement, et que soi-même, on n'est pas en accord avec ça et on n'est pas déjà droit dans ses bottes, ça ne marchera pas. L'élève va le sentir. Il y a cet exemple qui est en face, on revient là-dessus. Donc, ça serait aussi de former les personnes déjà à être droit dans leurs bottes, quelque part, hein, je vais prendre cette expression-là, pour pouvoir, à leur tour, prendre en charge les jeunes. Merci. On peut prendre une question. Oui, du coup, il y a une question, et après on arrête. Si c'est... Caris, je peux passer derrière, pardon. Je suis désolé, il est 52. Merci Samuel. Teva, j'ai une question. Alors en licence, quand tu étais en licence, quelles étaient tes interactions avec tes pairs? P-A-I-R-S. Oui, c'est ça. En gros, nous, on était au début, on ne se connaissait pas du tout parce qu'une licence, on est 400, 500, on rentre dans le plus grand amphi de l'université, là.
Après, c'est plus ça va, plus on c'est pas bien. Mais en gros, le premier semestre, c'est la moitié qui partent. Après, ça part. On finit par être 30, 20, 10 et compagnie. Et après, plus on est en petit groupe et on finit que dans les salles et on apprend à se connaître. Mais pour de vrai, ma classe, j'ai appris à les connaître seulement en troisième année. Les deux premières, on ne se parlait pas plus que ça. On allait en cours, bonjour, on ressortait chacun de son côté. Et c'est après, on a commencé à faire un peu de la cohésion entre nous. Et c'est pour ça aussi d'ailleurs que la plus grande partie des ambassadeurs, ils sont de LEA. Parce qu'en fait, ils sortent de notre classe. Parce on parlait beaucoup avec eux, on était tout le temps avec. Et du coup, on les a tous embarqués. Et après, si tu regardes bien la liste aussi, ils sont beaucoup de l'LSH. Parce que ça fait le tour dans le département, mais on n'a pas trop été dans les autres. Ça, c'est encore des histoires de communication après pour les prochains. Mais non, dans notre licence, on était ensemble ou pas du tout. C'était vraiment, s'il y en a un qui est bon, on est tous ensemble avec celui-là. Il y a C'est juste un exemple banal. On a un contrôle, on a tous 18. Un autre, on a tous eu deux. On est tous en même temps, il n'y a pas de un bon, un mauvais. On était vraiment tous ensemble. On a quasiment tous eu la mention assez bien en sortant de notre licence. On était vraiment une équipe en gros. C'était même pas une classe, on était vraiment une équipe. C'était chacun. On n'avait pas de jalousie, pas de dispute entre nous. On se disputait avec les autres classes dehors, oui, mais nous, entre nous, on était nous, quoi. Merci. Juste un mot et puis on conclut. Karine. Oui. Karine, tu peux venir, je pense. Non, moi, tiens. Moi, je voulais juste dire merci à ma conseillère d'orientation lorsque j'étais en troisième, parce qu'en fait, je voulais faire comme mon grand-père, être aide-géomètre. Et c'est elle qui m'a dit non, on va vers le général. Parce que depuis tout à l'heure, on parle de l'orientation. Donc moi, je voulais quand même dire merci à Madame Gable. Je crois qu'elle avait divorcé après, moi, je ne sais pas. Mais voilà, en tout cas, elle est à la retraite. Ben voilà, c'est grâce à elle que je suis devenue professeure. Voilà. Merci à vous. Merci. Alors, on peut applaudir, effectivement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on arrête là notre table ronde. Je suis désolé, il y a des cookies. Et on va demander à Karine de simplement faire une conclusion générale de nos tables rondes. Puis après, je dis un mot très très court. Puis et on pourra aller manger les cookies. Donc en tous les cas, pendant que Karine vient, je voulais vraiment vous remercier tous. Il y en a qui sont venus de loin. Bon, je suppose que Mme Waïcha était déjà là parce que les avions en ce moment c'est compliqué avec la province des îles, mais vraiment merci beaucoup d'être venu participer aux tables rondes. On essaiera au mieux de poursuivre les travaux ensemble. Et c'est que la première rencontre évidemment. Après, il y a le déroulé. On sera tous là en 2031, n'est-ce pas, Madame Fèvre? Oui, non, voilà, non, là c'est difficile. Pardon. Donc, je vous propose qu'on laisse Karine conclure. Merci. Oui, alors merci encore. Merci à toutes et tous d'avoir participé, d'être venus aujourd'hui, d'avoir fait le déplacement de loin pour certains et certaines, et d'avoir participé à cette table ronde. Encore désolée pour tous ceux qui n'ont pas pu être au milieu de la table ronde parce qu'on ne pouvait pas mettre tout le monde sur la table ronde, mais cette journée déjà montre une première chose, c'est qu'on a envie de travailler ensemble. On a besoin de travailler ensemble et on a besoin d'échanger et de temps d'échange. Donc moi, c'est la première conclusion que je ferai, c'est celle-ci. Il faut qu'on se mette tous autour de la table et qu'on travaille ensemble. Voilà. Alors, j'ai fait une liste rapide, mais
Samuel m'a dit très court. Donc, ce sera très court, en 9 points. Des choses qui me semblaient importantes lors des échanges que nous avons pu avoir tous ensemble cet après-midi, et en s'appuyant bien évidemment sur les interventions ce matin. Tout d'abord, l'importance de l'état des lieux sur tout le territoire. On l'a dit tout à l'heure lors de la première table ronde, il faut qu'on sache ce qui se fait, pourquoi ça se fait, et le comprendre aussi. On fait un état des lieux, mais on comprend aussi pourquoi ça se passe comme ça et ce qui se passe. Deuxième point qui rejoint un peu ma première remarque, l'importance du travail en partenariat, qui est essentiel. Du partenariat entre les différentes institutions, mais aussi avec des partenaires extérieurs. Stéphane, qui n'est plus là, a évoqué des associations autres, etc. On ne peut pas travailler tout seul, il faut travailler tous ensemble et mutualiser, parce que travailler ensemble, c'est aussi mutualiser. Ce n'est pas juste se retrouver autour d'une table. On a pointé bien évidemment l'importance de l'accompagnement des jeunes, et ce, dès le plus jeune âge. Et j'ai entendu Stéphane parler du primaire. J'ai échangé rapidement avec Morgane, qui m'a aussi parlé du primaire. Et Stéphane a parlé du rapport de la Cour des comptes qui est tout récent, hein, mars 2025. Il l'a dit, hein, c'était il y a quelques jours. Il parle également du primaire dans les recommandations. Voilà. On a parlé donc de cet accompagnement des jeunes dès le plus jeune âge et de travailler sur apprendre à se connaître, sur la confiance en soi, des choses qu'on n'évoque pas toujours. Ensuite, on a parlé de penser le temps et l'espace. Quand on a parlé du mentorat, etc., on a vu à quel point il était important de penser le temps et l'espace et qui se pensent différemment en fonction des interlocuteurs qu'on peut avoir. On a évoqué tout à l'heure, merci monsieur... Merci. De mobiliser différents leviers comme le numérique et les réseaux sociaux. C'est vrai que ça fait peut-être pas forcément partie aussi de nos habitudes, mais à l'heure du 21e siècle, en 2025, il est important de pouvoir penser ces leviers d'action. Ensuite, des pistes. On a commencé déjà à évoquer des pistes. On a parlé bien évidemment du mentorat avec Télémac, des internats tout à l'heure, on a reparlé des internats, je ne sais plus à quelle occasion, des ambassadeurs qui vont être des figures inspirantes. Et moi, j'arrive de métropole. On nous demandait, en tant qu'enseignants-chercheurs, et plus particulièrement en tant que femmes enseignantes-chercheuses, d'aller dans les lycées pour présenter notre travail, pour que des jeunes femmes s'autorisent à penser à devenir enseignantes-chercheuses. Et enfin, je finirai parce que je suis quand même maîtresse de conférence à l'INSPE, je suis dans la formation, et donc je finirai sur un dernier point qui est la formation des personnes qui accompagnent ces jeunes. Elle est primordiale, elle est essentielle. Voilà. Voilà un petit peu des pistes, un résumé très rapide. J'espère que c'était assez court, Samuel. Et je conclurai en vous disant à très bientôt. Juste un dernier mot pour encore une fois vous remercier tous. Merci également à la province des Îles connectée, à Hélène qu'on voit à l'écran. Donc on est au tout début. Donc vous allez encore recevoir des mails, des appels, etc. autour de la fabrique du COPIL, donc avec évidemment le COPIL, c'est le niveau avec les élus ou en tous les cas les représentants, les cabinets, etc. Et puis pour ceux qui seront dans les différents dispositifs réactifs, cargo et ambassadeurs, évidemment là aussi on va se réunir le plus rapidement possible. On aura l'occasion, je ne sais pas si j'ai le droit de présenter des gens qui ne sont pas encore exactement dans l'équipe, mais je vous ai dit tout à l'heure que sur les 300 millions, il y avait des recrues, donc on aura une coordinatrice. Je pense peut-être que tu peux te lever pour qu'on te voit. On ne l'a pas encore recrutée, mais
Mais très bientôt, elle sera avec nous au sein de l'équipe de l'ADEV. On a dit tout à l'heure qu'il y avait Lofi, Pistera, bon, certainement des personnes que vous connaissez déjà, les deux Laurence derrière qui sont dans l'équipe. Celle qui s'occupait, oui, elle est là, Léa, évidemment, à la DARED, et pareil, c'est une recrue aussi pour le suivi, parce que c'est les projets, c'est des appels à projets, du coup, avec des règles très strictes sur comment est-ce qu'on justifie les dépenses, etc. Donc, au niveau gestion, il faut évidemment être très carré là-dessus. Et puis, il y a le suivi, comme on l'a dit, avec les trois collègues, du coup, pour qu'on va travailler spécifiquement sur ce projet, donc Karine, Amélie et moi, mais évidemment, il y a les autres collègues, Stéphane était là, il y en a d'autres. Donc, on va vous solliciter plus régulièrement. Donc, là, très vite, là, dans les prochains jours, on va faire un compte-rendu de ce qu'on a fait là, et puis constitution de la fabrique au sens de qui représente qui, etc. Et puis mettre en œuvre les dispositifs. Alors, je l'ai dit un peu tout à l'heure, on va essayer de toucher l'ensemble du territoire. Évidemment que les priorités en termes de, voilà, c'est des ajustements au sens rééquilibrage. Donc, forcément, province Nord et province des îles vont recevoir probablement des enveloppes plus importantes, parce que quand on fait une action en province des îles, il faut payer le billet d'avion, etc. C'est pas pareil si on est dans un collège ou un lycée dans le Grand Nouméa ou à La Foix ou à Bourail, mais on va toucher tout le monde. Voilà, l'idée, c'est vraiment ça. On va faire des appels à projets, donc ça va être quelque chose qu'on va mettre en place assez rapidement. Il y aura des enveloppes chaque année jusqu'en 2031, et avec comment est-ce qu'on cible, comment est-ce qu'on fait les critères, les cahiers des charges, etc. Donc ça, on va le travailler tous ensemble. On aura besoin de vous. Donc c'est, Karine l'a dit et redit, donc c'est l'importance du partenariat, de ce qu'on peut tous faire ensemble. Donc encore merci, et puis à très bientôt.